Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Cessort, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez, nous sommes le mercredi 26 novembre 2025, de retour du Cybercampus, épisode 498. J'espère que vous allez bien. Au programme de cet épisode, fausse mise à jour de Windows. Le malware Jackfix se propage vers des faux pop-up Windows Update. Alerte du CertFR, une vulnérabilité permettrait de contourner la sécurité des produits Premix. Exposition interne, ex-Twitter révèle par erreur des métadonnées et endpoints sensibles. Coopération contre les APT. Entre APT, la Russie et la Corée du Nord renforcent leurs opérations cyber conjointes. Une menace sur macOS, le malware flexible Ferret circule via des fausses offres d'emploi LinkedIn. Outil offensif, Cobalt Strike 4.12 introduit un bytecode durci et de nouvelles techniques d'évasion. Une arrestation en Russie, un entrepreneur tech accusé de trahison pour fuite d'informations sensibles. Un risque sur les routeurs, une vulnérabilité critique affectant les routeurs Asus AI Cloud. Compromission de l'IA, une faille dans NVIDIA DGX Spark, la fameuse appliance de NVIDIA, qui expose les secrets de modèles et permet une prise de contrôle totale. Et enfin, au niveau de la surveillance, une analyse détaillée sur le rôle de Huawei dans les capacités de surveillance étendues. Une cyberattaque a paralysé le service d'alerte d'urgence Code Red d'Unsolve aux États-Unis. Et nous ouvrons cet épisode avec la sortie de Cobalt Strike. Donc c'est la version 4.12. Cette mise à jour marque une évolution significative des capacités d'évasion nécessitant une révision des règles de détection actuelles. Sur un plan technique, l'éditeur a refondu l'injection de processus en intégrant 4 nouvelles primitives. J'aime bien quand on dit l'éditeur. Les journalistes, ils ont vraiment peur de rien. Non, les cybercriminels, L'utilisation de RTL Clone User Process et la manipulation des pôles de thread via TP Direct qui vise spécifiquement à contourner les hooks des EDR standards. Plus complexe encore pour la défense, l'introduction du Dry Loading. Ce mécanisme insère des délais entre les allocations mémoire pour déjouer les règles des corrélations temporelles des SIEM. Et enfin, une nouvelle API qu'on appelle Bacon Download permet désormais l'exfiltration de données purement en mémoire. L'absence d'artefacts sur le disque complexifie toute analyse forensique classique et renforce la nécessité d'une surveillance comportementale en temps réel pour identifier ces flux anormaux. Bref, on n'est pas sorti de l'auberge. On constate une évolution structurelle dans la menace étatique concernant la coopération opérationnelle probable entre le groupe russe Garmaredon et le groupe nord-coréen Lazarus. Le fait générateur est précis. Le 24 juillet dernier, une adresse IP, la 144.172.112.106, a été identifiée comme hébergeant l'infrastructure de command and control de Garmaredon. Seulement 4 jours plus tard, ce même serveur hébergeait un échantillon d'Invisible Ferret, un malware signé de Lazarus, utilisé notamment dans les campagnes de faux recrutement, les fameux Contagious Interviews. Techniquement, nous observons une réutilisation séquentielle ou partagée de l'infrastructure. C'est pas totalement anodin. Garmaredon est historiquement spécialisé dans le cyberespionnage à haute fréquence pour le compte du FSB, tandis que Lazarus excelle dans le vol financier et le sabotage pour le RGB nord-coréen. Ce sont les services. Et pour les équipes de défense, l'implication elle est directe. Le modèle d'attribution, un acteur égale un infrastructure, est caduque. Nous risquons de voir des campagnes hybrides mêlant la rapidité de déploiement russe aux outils de monétisation nord-coréens. Et il est donc impératif de corréler les TTPs, les fameux Tactics, Techniques and Procedures, au-delà des silos habituels d'attribution nationale. C'est brillant comme analyse, c'est pas très pointu, ça rentre pas trop dans le détail, mais ça montre une chose, les cybercriminels s'associent, les États aussi s'associent quand il y a des intérêts communs, il faut jamais l'oublier, et là ça se voit de plus en plus. La plateforme X a récemment déployé une fonctionnalité affichant le pays d'origine principal des comptes pour plus de transparence. Le résultat a été immédiat et dévastateur pour de nombreux réseaux d'influence. Concrètement, des milliers de comptes majeurs affichant des drapeaux américains et des discours politiques hyper polarisés du type MAGA ont été instantanément outés comme opérant depuis la Russie, le Nigeria, l'Inde ou la Thaïlande. Prenons le compte de MAGA Nation qui est suivi par près de 400 000 personnes. Il ne poste pas depuis le Texas comme il l'indiquait, mais depuis l'Europe de l'Est. Alors pour nous, experts de la menace, surtout en CTI, cela confirme qu'il y a deux vecteurs distincts qui se superposent.
D'un côté, la persistance des opérations d'influence étatique, type Internet Research Agency, qui cherchent à polariser l'opinion, et de l'autre, c'est souvent sous-estimé une industrie du grifting. Ce sont des opérateurs étrangers qui exploitent la tribalité politique américaine uniquement pour générer du clic et monétiser via le partage de revenus publicitaires. L'impact pour l'OSINT est majeur. Cette simple métadonnée géographique devient un indicateur de compromission, un fameux IOC, pour analyser des campagnes de désinformation. Cependant, restons prudents. L'usage de VPN peut fausser cette donnée, même si le volume massif détecté ici laisse peu de doute sur la nature inauthentique des réseaux. En bref, en un mot, on n'en est pas sûr, ça a quand même mis le bazar, mais on se rend compte quand même de la manipulation des réseaux sociaux. Alors on s'en doutait tous, il n'y avait pas besoin, mais là on a des preuves. C'est-à-dire que là on dépasse le cadre de, je dirais, la pensée entre guillemets, de l'interprétation. Là c'est factuel. Le CERT-FR a publié l'avis de sécurité AVI 2025-1038 concernant la suite logicielle du chiffrement PRIMS. C'est une vulnérabilité qui a été identifiée dans les produits Z Enterprise, Z Free et Z Pro. Selon l'avis, l'exploitation de cette faille permet à un attaquant de porter atteinte à la confidentialité des données protégées. Le périmètre affecté se concentre sur les systèmes non Windows. Sont concernées les versions Linux sous CentOS version 7 et Ubuntu 24.04, ainsi que les versions pour macOS antérieures à la build 18 de la version 2024.4. La recommandation officielle est la mise à jour immédiate vers les versions correctives spécifiées dans le bulletin de l'auditeur, notamment la version 2025.1.14 pour les environnements Ubuntu. Bref, vous l'aurez compris, on ne réfléchit pas, on patch son prémix. Une analyse détaillée de la campagne nommée Jackfix, mis en lumière par les chercheurs d'Acronis et corrélée par OnTrace. C'est une opération qui marque une évolution sophistiquée des attaques de type clickfix. Depuis le début de l'année, on l'en mange pratiquement toutes les semaines, qui représente désormais près de 47% des méthodes d'accès initiales selon Microsoft. Le vecteur d'infection repose sur le malvertising, redirigeant les victimes vers de faux sites pour adultes. Oui, je sais, ça marchera toujours ce truc-là. Et une fois sur la page, un script JavaScript simule une interface de mise à jour Windows critique en plein écran, bloquant visuellement le navigateur. Mon Dieu, si on ne peut pas voir son contenu pour adultes. L'utilisateur est alors incité par Engineering Social à ouvrir la boîte. Non, là, on parle juste au niveau de son vrai cerveau. Alors, l'utilisateur va être incité par Engineering Social à ouvrir la boîte de dialogue exécutée de Windows et à coller une commande malveillante via le presse-papier. Techniquement, l'exécution débute par un binaire légitime, mshta.exe, qui lance un script PowerShell distant. Ce script tente une élévation de privilèges via le paramètre -verb runAs, harcelant l'utilisateur jusqu'à l'obtention des droits administrateurs pour exclure les répertoires d'attaque de Microsoft Defender. La particularité de Jackfix est sa stratégie de charge utile qualifiée de spray and pray. Le script ne dépose pas un seul malware jusqu'à 8 infostealers. Il ne dépose pas qu'un seul malware, il va déposer jusqu'à 8 infostealers simultanés, dont Radamantis, Vidar et Redline. De plus, les analyses croisées avec OnTrace révèlent l'usage de la sténographie. Le shellcode final est souvent dissimulé dans des fichiers d'images PNG chiffrés pour échapper au scanner réseau. Putain, ça ne peut même pas se faire un petit peu de bien, c'est quand même malheureux. Ah, terrible cet article. Je n'avais pas vu quand je l'ai vu. On en a parlé au début de cette revue de presse. Il y a une nouvelle itération de la campagne Contagious Interview qui a été attribuée aux acteurs étatiques nord-coréens. On est sur la suite des fausses annonces LinkedIn. Et cette fois-ci, la cible, elle est spécifique. Les développeurs et professionnels de la crypto utilisant macOS. On avait déjà vu des tentatives. Ils ont testé, ils ont vu que ça marchait bien. Ils ont constaté que dans le monde des cryptos, les gens qui avaient de forts pouvoirs d'achat utilisaient des Macs. C'est comme ça, ils ont vu le truc. C'est ça le mode opératoire. Et leur mode opératoire, il débute vraiment très classique par une approche sur LinkedIn pour un faux entretien. La victime est dirigée vers une plateforme de visioconférence factice qui prétexte un problème de plugin vidéo. Et c'est là que l'attaque va reprendre la technique du click-fix dont nous venons de parler. Le site va demander à l'utilisateur de copier-coller une commande curl directement dans son terminal pour installer un soi-disant une mise à jour FFmpeg, c'est le fameux format vidéo. Une fois exécutée, cette commande déploie FlexiFerret, une backdoor développée en langage Go, et ce malware est particulièrement insidieux dans sa phase de post-exploitation.
il va installer un Love Agent pour garantir sa persistance au redémarrage. Il va afficher une fausse fenêtre imitant parfaitement le design de Google Chrome pour demander le mot de passe système de l'utilisateur. Si le mot de passe est saisi, il est exfiltré via Dropbox et la machine rejoint le botnet. Notez que même si cette infrastructure détecte une victime sous Windows, elle va quand même déployer un variant qui s'appelle Invisible Ferret, dont nous parlions plutôt en lien avec le groupe Lazarus. Ils sont forts, ces Nord-Coréens. Alors, nous allons basculer sur un sujet qui va toucher à la politique de cybersécurité en Russie. Timur Kilin, un entrepreneur de 21 ans, fondateur de Spike Security, a été arrêté à Moscou pour haute trahison. Ce cas est emblématique du climat actuel pour les chercheurs en cybersécurité locaux. Kilin semble avoir payé le prix fort pour ses critiques publiques envers Max, l'application de messagerie souveraine que le Kremlin impose et qui sera préinstallée sur tous les smartphones en 2025. Techniquement, Kilin avait signalé l'absence de chiffrement de bout en bout et l'utilisation dangereuse de bibliothèques logicielles issues de pays inamicaux, exposant les données des citoyens, et au lieu d'un bug bounty, il a été banni des canaux de développement. Au-delà de l'application, Kilin s'opposait ouvertement à un projet de loi russe visant à criminaliser la divulgation de failles de sécurité et les méthodes d'exploitation. Pour la communauté internationale, cette arrestation rappelle celle d'Ilya Shakov du groupe IB. Elle envoie un signal clair. La recherche indépendante en cybersécurité est en voie d'extinction en Russie. Et pour nous, observateurs internationaux, cela signifie que la visibilité sur l'état réel de la sécurité des infrastructures russes va devenir de plus en plus opaque. Mais qui a dit que la cybersécurité par l'opacité était un défaut ? Une alerte critique émise par le constructeur Asus, c'est une nouvelle vulnérabilité, c'est la CVE 2025-59366, qui touche les routeurs utilisant la fonction iCloud. Techniquement, c'est un cas d'école de side effect. La faille réside dans la fonctionnalité Samba du routeur. Un effet de bord involontaire permet à un attaquant distant non identifié de contourner totalement les contrôles d'accès. On va chaîner cela avec une traversée de répertoire, le fameux pass traversal, et une injection de commande, et l'attaquant va prendre le contrôle total du boîtier sans aucune interaction utilisateur. Alors pourquoi j'ai trouvé ça critique ? Parce que ces routeurs sont actuellement la cible de l'opération WRT-HUG, le WRT-HUG. Ce sont des chercheurs qui ont identifié que des milliers de routeurs Asus, en particulier des modèles en fin de vie, les fameux end of life, sont massivement compromis pour servir de boîte de relais opérationnelle, on appelle ça un ORB en termes cyber, dans des campagnes d'espionnage attribuées à des acteurs chinois. Votre routeur domestique devient ainsi un nœud d'anonymisation pour des attaques étatiques, et l'action requise elle est immédiate. Soit vous mettez à jour le firmware vers des branches 386, 388 ou 102, et si votre routeur est end of line, il ne reçoit plus de patch, déconnectez impérativement iCloud et l'accès WAN ou remplacez le matériel. Moi, je serais plus direct. Mettez-y le feu et achetez-vous un vrai routeur. Non, on met pas le feu. Hein. On va juste déconnecter le système et on va s'acheter un vrai routeur. Alors cet article, il m'a un peu surpris parce que je dis déjà, il y a une vulnérabilité là-dessus. C'est une vulnérabilité qui concerne directement la sécurité des infrastructures d'IA. NVIDIA a publié une mise à jour d'urgence pour sa plateforme DGX Spark GB10. C'est le petit supercalculateur compact utile pour les développements de modèles. Et l'alerte porte sur la CVE 2025-33187. Ça affiche un score de gravité critique de 9.3 et le problème réside au cœur du système dans le composant S-Root, le fameux Secure Root. Concrètement, si un attaquant a déjà un pied dans votre système avec des privilèges élevés, cette faille lui permet de pivoter depuis l'OS vers des zones protégées du système on-chip. C'est ce qu'on appelle le SOC. À ne pas confondre avec les SOC dans la cybersécurité. Et c'est là que le risque change d'échelle. On ne parle pas d'un simple plantage, mais d'une persistance qui survit aux réinstallations d'OS classiques. Et pour un laboratoire de recherche ou une entreprise tech, cela signifie qu'un attaquant peut accéder directement au poids de vos modèles propriétaires et à vos datasets d'entraînement, contournant toutes les barrières logicielles. Face à ce risque d'exfiltration de propriété intellectuelle, NVIDIA a corrigé 14 failles au total dans son bulletin, et l'action elle est hyper simple mais impérative. Tous les administrateurs de DGX Spark doivent appliquer la mise à jour OTA 0 immédiatement. Alors moi j'ai une autre expression, je dirais plutôt ne laissez pas vos joyaux de la couronne exposés. Faire de l'IA, l'avoir en local, c'est top, mais là c'est vraiment une grosse vulnérabilité. Et pour un insider qui aurait de mauvaises intentions, vous êtes un peu dans la misère. Alerte générale 24 heures sur 24. Alors pour ce 10e sujet de cette revue de presse, je vous offre un recul nécessaire sur le risque fournisseur avec la Chine. C'est toujours un sujet sensible parce qu'on est vraiment sur du délit de faciès, mais il y a quelque chose qui était très intéressant,
C'est Bruce Schneier qui a fait un article là-dessus. Il va s'appuyer sur un extrait du livre House of Huawei relatant le témoignage rare de Wan Runan, le fondateur de Stone Group, surnommé le IBM chinois dans les années 80 et aujourd'hui exilé en France. Wan raconte un épisode qui est glaçant survenu à Pékin. Convient à dîner par des officiers locaux, une inversion des rôles habituels. Il s'est vu imposer une directive simple. Le ministère de la Sécurité d'État, le fameux MSS, allait placer des agents sous couverture au sein de son entreprise. L'argument officiel, protéger l'entreprise face aux risques internationaux. En réalité, il s'agissait d'infiltrer la structure. Alors pourquoi est-ce pertinent pour Huawei aujourd'hui ? Parce que Wan Runan est catégorique. Si sa société informatique était ciblée, il y a une certitude que Huawei, petite start-up à l'époque, mais opérant dans les télécommunications, a subi la même pression. Il rappelle que les télécoms sont la ligne de vie d'une nation et impliquent nécessairement des plateformes d'écoute en back-end. Alors pour les ciseaux, ce témoignage valide une hypothèse de travail majeure. En Chine, la frontière entre entreprises privées technologiques et appareils de renseignement d'État n'est pas seulement floue, elle est structurellement perméable. Ce n'est pas une faille logicielle, c'est une future institutionnelle. Je vous recommande l'article de Bruce Schneier, c'est intéressant et c'est pas qu'on n'apprend pas grand-chose, c'est des évidences qu'on se doutait et il faut bien voir que les États ont quand même la main mise, c'est quelque chose qu'on oublie très largement dans nos mondes occidentaux. Alors nous terminons cette revue de presse avec une attaque qui touche directement la sécurité civile. La plateforme Unsolved Code Raid, utilisée par des milliers de municipalités américaines pour envoyer des alertes d'urgence, que ce soit des alertes d'incendie, d'inondation ou des active shooters, quand il y a des tueurs en masse. Ça a été paralysé par une cyberattaque majeure en ce mois de novembre et le groupe INC Ransom a revendiqué l'intrusion. Selon leur site, leur leak site, ils ont pénétré le réseau le 1er novembre, chiffré les systèmes le 10 novembre et face au refus de payer, ils ont commencé à publier les données volées. Le plus alarmant, ce sont les preuves qui montrent que des bases de données contenant des mots de passe en clair ou très faiblement protégés exposant les résidents et les opérateurs de services de secours. La conséquence opérationnelle, elle est désastreuse. La plateforme Legacy a été jugée irrécupérable et décommissionnée d'urgence. L'opérateur Crisis24 doit migrer ses clients vers un nouvel environnement, mais en utilisant des sauvegardes datant du 31 mars 2025. Ça va signifier quand même 6 mois de trou noir pour les données de contact des citoyens. Et pour nous, professionnels, c'est un rappel brutal. La disponibilité est le pilier oublié de la triade CIA, confidentialité, intégrité et disponibilité. Et quand un ransomware frappe un système de sécurité publique, le temps de rétablissement ne se compte pas en argent, mais potentiellement en vie humaine. 6 mois, le trou, ça fait peur. Et voilà, cet épisode se termine. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. D'ici là, on ne réfléchit pas, on patch. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Je vous embrasse très fort. Au revoir.